Nous vous proposons de commencer cette troisième partie avec une vidéo interview de Yann Laureau, maître d'œuvre à l'initiative de la coopérative des artisans nivernais. Yann Laureau, maître d'œuvre installé depuis 2001 donc dans la Nièvre. J'exerce en fait la profession de maître d'œuvre donc à mon compte depuis 2001. J'ai commencé ma carrière professionnelle depuis 1987, donc j'ai bien une bonne trentaine d'années donc d'expérience dans le domaine du bâtiment sur différents domaines. En 2009, on va dire, j'ai créé une coopérative artisanale qui s'appelle Artisans Coopérateurs Nivernais, donc qui regroupe non seulement, on va dire, moi pour la partie maître d'œuvre, mais des artisans en tout corps d'état pour intervenir sur des projets plutôt en offre globale. On a effectivement le gros œuvre, charpente, ossature bois, couverture, les menuiseries, la plâtrerie, l'isolation, l'électricité, plomberie sanitaire, chauffage, revêtement de sol, voilà, donc on a tout. Et puis moi qui viens aussi en même temps chapeauter au niveau donc, du suivi des travaux et puis avant au niveau des études aussi. Alors surtout, ce qui m'a fait me tourner vers ce type de matériaux, c'est de constater que, bah, notamment sur du bâti ancien, quand on utilise des matériaux conventionnels, type des isolants laine de verre ou alors plutôt, on va dire, du polystyrène, on voit des pathologies qui apparaissent, on va dire, dans les maisons, dans le bâti. Notamment, on va dire, souvent, on a des problèmes, on est confronté à des problèmes d'humidité. Et donc, ça, c'est assez récurrent. Et en fait, le bâti ancien, si on ne respecte pas véritablement le bâti structurel, si on vient ajouter ce type de matériaux, on a très vite fait de créer ce type de pathologie. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus respectueux de venir travailler avec des matériaux biosourcés, des matériaux sains, et qui permettent, on va dire, notamment une meilleure gestion de l'hygrométrie dans la maison et aussi en même temps dans les murs, dans les parois donc du bâti. Voilà. Donc c'est ça qui m'a fait venir. Et aussi en même temps une fibre, on va dire quand même malgré tout, entre guillemets écologique qui était là également, sur laquelle j'étais quand même convaincu depuis déjà pas mal de temps. Voilà. Les matériaux, ce qu'on va appeler conventionnels, ne sont pas forcément adaptés aux bâtis anciens. Et dans notre département, on a effectivement beaucoup de bâtis anciens à rénover. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon autrement, on génère beaucoup de pathologies après par la suite. Voilà. Alors malheureusement, dans la Nièvre, c'était pas forcément évident de se former sur des points bien spécifiques. Bon, je suis allé chercher de la formation, mais j'ai tenté de rester quand même malgré tout dans la région Bourgogne dans un premier temps, avec Bourgogne Bâtiment Durable qui existait et qui avait tout un panel donc, d'offres de formation très intéressantes. Là, ce qui est relativement bien, ça permet de rencontrer aussi en même temps d'autres professionnels. Et maintenant, il faut voir aussi en même temps qu'on a une bonne offre de formation avec le pôle énergie qui a repris, on va dire, suite à la fusion Bourgogne et Franche-Comté. On a trois professionnels qui connaissent très bien, on va dire, le procédé. Moi, je dirais, je ne l'ai pas suivi, mais par contre, j'ai fait pas mal d'autres formations à côté sur du biosourcé, qui me permet d'avoir aussi en même temps une bonne expérience au niveau de la paille. Et puis, étant curieux de nature, j'ai épluché ce qu'on appelle les règles CP 2012, c'est-à-dire la construction paille 2012, qui régissent en fait donc la construction paille de tous les bâtiments et comment est-ce qu'on utilise la paille en fait donc dans le bâti. Et ce qui fait qu'en fait, on a tous les quatre une bonne expérience et un bon retour sur ce matériau. C'est tous des matériaux qui sont très efficaces. On peut tous les employer quand même, malgré tout, dans des domaines un petit peu différents. Alors, la paille dans le bâtiment, elle est assurée en tant qu'isolant. Elle n'est pas assurée en tant que matériau porteur. On peut l'utiliser plutôt, on va dire, à l'intérieur donc, des murs, donc, dans le cas donc, de conception mur ossature bois. Donc, c'est l'isolant qui vient en remplissage tout simplement à la place d'autres isolants. Donc, ce qui fait que par contre, on a des murs qui peuvent être très importants en épaisseur. Elle peut ensuite, après, donc, cette isolation être complétée par une isolation plutôt extérieure. En général, on va plutôt associer une bonne fibre de bois qui viendra plutôt donc, côté extérieur pour venir compléter l'isolation paille, tout simplement. Et sinon, autrement, la paille,
on peut l'utiliser aussi donc, en isolation par l'extérieur sur des bâtiments anciens. Donc ça, c'est totalement approprié. Ça se fait maintenant, il y a des botteleuses, donc un matériel spécifique qui est capable de sortir des bottes de paille qui font simplement d'une épaisseur de 22 cm. Donc là, c'est plus intéressant. Alors, il y a toute une structure bois à mettre en œuvre côté extérieur. Et ensuite, après, on vient insérer directement donc, ces petites bottes de paille, pareil, donc, dans la structure bois. C'est un point qu'on n'aborde effectivement jamais, la déconstruction. Mais ça, c'est un point qu'il faut penser, qui, à mon avis, est aussi en même temps un point très important et même primordial après, on va dire, pour comme vous disiez, le recyclage des déchets. On peut très bien imaginer la paille, l'isolant paille, vous le laissez sur le terrain, il n'y a aucun problème, on sait qu'il va se dégrader tout seul. Les fibres de bois, de toute façon, c'est uniquement de la fibre qui a été mélangée, brassée, qui a été légèrement humidifiée et donc compactée. Donc là, c'est pareil, vous pouvez la laisser sur le sol, ça va très bien se déchiqueter, on va dire, tout seul. Le bois, on sait qu'il n'y a aucun problème aussi également, on peut très bien laisser un morceau de bois sur le sol, il n'y a aucun problème. Et le liège, c'est exactement la même chose. Donc, il y a vraiment, on va dire, beaucoup d'intérêt par rapport aux autres matériaux comme le polystyrène, le polyuréthane, le PVC, enfin bon, plein d'autres matériaux qui ne sont pas du tout, on va dire, sains et respectueux de l'environnement, où là, on sait qu'il faut que ça parte en recyclerie, enfin bon, et ça a un coût qui finalement est assez exorbitant. Et on sait très bien qu'on ne peut pas recycler aussi facilement que ça tous ces types de matériaux. Et en plus, ça demande de l'énergie. Alors que là, si on laisse de la paille, on déconstruit la maison, on laisse la paille dans un coin du terrain, il n'y a aucune énergie de demander, quoi. C'est tout, quoi. Donc, finalement, on a résolu beaucoup de problèmes dans ce cas-là. Les personnes sont sensibles quand même, je trouve, au type de matériaux qu'on va mettre en œuvre au sein de leur construction. Par contre, où ça peut effectivement bloquer, il ne faut pas se voiler la face, hein, c'est aussi en même temps les coûts. On est sur des matériaux qui sont légèrement plus coûteux que les matériaux conventionnels. Donc, c'est un discours qu'il faut effectivement faire passer. Des particuliers qui avaient véritablement la fibre et qui étaient convaincus, on est parti systématiquement sur ce type de matériaux. Parce que tout simplement, déjà, ces personnes recherchaient véritablement ce type de construction. Sinon, les personnes qui ne recherchent pas forcément sont intéressées, mais quand même, malgré tout, vont balancer. On aura toujours, en fait, cette problématique financière qui est là et qui fait que bien souvent, ils se raccrochent quand même sur les matériaux qui sont les moins coûteux et qu'on trouve, on va dire, plus facilement à mettre en œuvre. On a effectivement toujours, je dirais, beaucoup de personnes, encore un petit peu moins maintenant, mais bon, on nous dit c'est la maison des trois petits cochons. Enfin bon, voilà, quoi, ça, on a encore cette réflexion, on va dire assez souvent. Ou alors la paille, ça prend feu, ou alors la paille, il va y avoir plein de souris dedans. Bon, ça, c'est des idées, on va dire, pré-reçues. La paille, ça fait déjà très longtemps qu'elle a été testée au CSTB. Donc, le CSTB, c'est l'organisme en France qui certifie, on va dire, les matériaux de construction. Ça a été testé au feu, la paille résiste très bien. Quand on est donc sur un mur qui est totalement fermé en ossature bois ou sur les 6 faces, la paille est totalement insérée à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Même si la paille, elle vient à être, enfin, il y a une paroi qui est totalement brûlée, la paille va juste en fait brûler à la surface sur une croûte environ 2 cm, mais ça n'atteindra jamais directement la profondeur. Du fait qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, donc la paille de bâtiment est très compacte, donc c'est-à-dire qu'il y a pas trop d'air à l'intérieur, ce qui veut dire que le feu met beaucoup plus de temps à se propager à l'intérieur. Voilà. Et donc, le fait aussi en même temps que la paille pour le bâti est très compacte, les rongeurs ne viennent pas s'installer à l'intérieur parce qu'ils ont beaucoup de mal justement à gratter, à creuser et à aller se mettre dans la paille. Et comme je disais tout à l'heure, le fait d'être avec une ossature bois qui est réalisée en atelier, qui est totalement fermée, c'est-à-dire qu'ensuite, après, donc, on est quand même malgré tout sur des matériaux très résistants de part et d'autre, et donc les rongeurs ne vont pas s'y attaquer. Mais avant, il faut voir que ce qu'on utilisait, c'était de la pierre, c'était de la terre, c'était de la chaux, c'était du bois, c'était de la terre cuite, c'était des matériaux totalement naturels. Ces 80 dernières années, on a laissé un peu tomber ces matériaux qui sont quand même malgré tout très intéressants et respectueux de l'environnement, au détriment d'autres matériaux qui sont beaucoup plus difficiles à affronter, notamment, on va dire,
on voit qu'ils vieillissent pas forcément très bien. Hein, voilà. Moi, je le vois quand je vais dans des combles et qu'on a des isolants laine de verre, laine de roche qui ont été posés et qu'on voit qu'ils sont totalement, où à la base, ils faisaient 20 cm d'épaisseur, mais maintenant, ils mesurent 2-3 cm, ils sont totalement compacts. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir isolant, ben, il n'est plus là du tout. Voilà, tout simplement. En fait, c'est des matériaux qu'on se rend compte qui n'ont pas forcément une très très bonne tenue dans le temps. J'essaie toujours de leur expliquer on a tout à gagner, surtout en termes de durée. Il ne faut pas voir, on va dire, à l'instant T, effectivement, combien va coûter le bâtiment maintenant, sachant qu'on sait très bien qu'un bâtiment, le coût qu'on a à la construction, si on regarde 30 ans plus tard, ce coût aurait été multiplié par 3 minimum, on va dire, du fait donc, des entretiens, du fait aussi en même temps des frais de fonctionnement du bâti. Donc, c'est un faux problème, en fait, effectivement, de se dire qu'on prend des matériaux qui ne sont pas chers dès le départ et qu'on va faire un gain. Effectivement, c'est le gain immédiat, mais ce n'est pas un bon gain puisque ce n'est pas un gain à moyen terme et à long terme, de toute façon. On est perdant, de toute manière, au bout du compte. Voilà. Alors jusqu'à présent, donc, on a réalisé qu'une seule maison, donc ossature bois, isolation paille. Donc on s'est fourni directement auprès donc d'un agriculteur donc local et on a pu effectivement en lui donnant donc quand même malgré tout des consignes parce que la paille pour le bâtiment n'est pas forcément la paille agricole, notamment d'un point de vue compacité. Hein, on est obligé d'avoir, on va dire, un certain nombre de kilos donc, par mètre carré. Et donc, il faut effectivement que ce soit une paille qui soit très compacte, de façon à ce qu'elle joue véritablement son rôle complet d'isolant. Voilà. Donc, on avait donné des consignes en fait à l'agriculteur qui nous a fabriqué et on avait les artisans ProPaille qui étaient là aussi en même temps avec lui et il nous a fait directement, on va dire, les bottes de paille comme il fallait. Voilà. Donc c'était du sur-mesure. L'offre n'existait pas et je pense que là, il y a effectivement quelque chose à développer de ce côté-là. Si on utilise la paille, ça a quand même un intérêt, c'est que ça peut aussi en même temps mettre en valeur la paille de notre département. Donc, si on veut lancer, on va dire, un réseau sur la Nièvre de quelques agriculteurs, je ne sais pas, une dizaine, vingtaine d'agriculteurs qui sont partants pour pouvoir approvisionner en matériaux, oui, ça peut être totalement pertinent, quoi. Il faut faire travailler surtout notre département, quoi, prioritairement. Après, un autre pas qui serait à faire, c'est effectivement du point de vue des élus, c'est de pouvoir aussi en même temps prescrire ces types de matériaux. Effectivement, les concepteurs, les architectes, les bureaux d'études, les économistes de la construction prescrivent aussi ce type de matériaux dans chaque projet. Donc ça pourrait très bien être prescrit directement comme une base ou alors prescrit comme une option, une variante, de façon à pouvoir choisir, voir aussi en même temps l'évolution. Le bureau d'études thermiques, je pense qu'il a tout son rôle à jouer aussi en même temps, justement sur la durée. On parlait tout à l'heure de durée de bâtiment, donc de faire un retour en fait à 20 ans et à 30 ans sur l'intérêt, la pertinence d'utiliser ce type de matériaux par rapport à d'autres matériaux, hein, tout simplement. Voilà. Je pense qu'il faut être audacieux, il faut y aller et se dire qu'il ne faut pas simplement écouter aussi en même temps que les professionnels qui prescrivent, on va dire systématiquement, les matériaux pas forcément très respectueux de l'environnement, mais il faut aussi en même temps aller un petit peu les taquiner et puis leur dire, mais attendez, là on a peut-être possibilité de pouvoir employer d'autres matériaux qui sont tout aussi efficaces. Voilà, c'est un peu l'audace. Je pense qu'il faut dépasser aussi en même temps toutes ces idées reçues sur ces types de matériaux qu'on entend encore un petit peu trop souvent. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Joanneau, maire de Coulanges-les-Nevers, et son architecte Monsieur Arabe. Il nous propose un retour d'expérience sur leur projet de halle en bois local. Bonjour aux élus présents, tous les techniciens, à la région, j'ai vu qu'il y avait la région, aux partenaires, à notre entreprise et fleuron coulangeois Nièvre Écomatériaux. Et puis, donc merci au Ciel d'avoir organisé ce webinaire qui est fort intéressant. Alors, je suis arrivé avec du retard pour la simple et bonne raison qu'il y avait d'autres activités qui m'ont pris un peu de temps auparavant, mais je suis arrivé en cours de route et j'ai entendu notamment parler du tout le dispositif EFILOGIE
Et pour le coup, je vous en parlerai moi aussi en conclusion avec la version élue, on va dire. Donc, si on avance sur les slides qui sont proposés, en fait, la halle bois se trouve au sein de notre écoquartier du Champ de la Porte, qui est le premier écoquartier du département de la Nièvre. Donc, cette petite halle bois, c'est une sorte de, comment dire, de galop d'essai avant une halle beaucoup plus grande qui abritera notre futur marché de producteurs locaux sur une partie plus centrale de la ville. Là, cette halle, elle vient conforter la centralité de l'écoquartier, qu'on va voir d'ailleurs sur la diapositive suivante. Alors, on va rester 2 secondes sur cette diapositive-là, si vous voulez bien revenir juste en arrière sur cette diapositive. Donc, on voit en fait que le champ de la Porte, donc avec les petits pointillés rouges, se trouve à la lisière avec Varennes-Vauzelles et le quartier qui est majoritairement d'habitat social, qui est le quartier du Ponty. Et surtout, on aperçoit sur la droite la coudée verte de la Pique qui coupe en deux la zone urbaine de Coulanges. Coulanges, c'est 2 tiers de zone rurale, agricole, naturelle, et 1 tiers de zone urbaine. Et au milieu de cette zone urbaine, on a la chance d'avoir le ruisseau de la Pique et la coudée verte qui nous amènent une qualité de vie et puis une zone verte en plein cœur de la commune. C'est d'ailleurs sur cette zone-là que l'on est en train d'imaginer une centralité verte, une centralité du XXIe siècle pour notre commune. Vraiment en s'attachant à respecter la biodiversité et en essayant de mettre en valeur le site. On a une zone maraîchère, par exemple, on a la mise en valeur d'un étang, les créations d'une écobase de loisirs, qui sont des choses qui vont arriver par la suite. Et on a aussi, dans ce secteur-là, la rénovation de notre complexe des Saules et de l'école des Saules, qui viendra aussi par la suite avec la création d'un réseau de chaleur à bois, avec le Sienne. Voilà. Donc, on est vraiment en partenariat très fort avec le Sienne. Donc, sur l'écoquartier du Champ de la Porte, donc ça c'est la diapo suivante, on a vraiment voulu conserver une part d'espace public très important et surtout un maintien de la biodiversité très important. Donc, on s'est vraiment attaché à conserver le chemin rural que l'on aperçoit sur la partie haute, la partie nord avec les arbres. Et puis au cœur du site, on a un grand espace public sur lequel on va retrouver une placette, un bassin de rétention et puis une zone sur laquelle va arriver la halle bois. Dans l'imaginaire, cette halle bois, ce qui nous a inspiré, quelque chose que vous avez dû voir aussi dans l'après-midi, c'est la halle d'Anneau, qui est une halle magnifique, qui est vraiment dans l'esprit bourguignon. Et là, pour le coup, on s'est dit, on va repartir de ce principe-là et on va l'adapter à la sauce coulangeoise avec un esprit un peu plus moderne, peut-être un peu plus contemporain. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir des panneaux solaires sur le toit qui permettent de produire, grosso modo, l'équivalent de ce que les foyers vont consommer. C'est-à-dire il y a 18 foyers qui vont arriver sur l'écoquartier, et bien cette halle, avec ces mètres carrés de panneaux solaires, va permettre de produire à peu près, peu ou prou, l'équivalent. Voilà. Sur la diapo suivante, on va avoir un focus sur cet espace-là. Donc, je vais me focaliser un petit peu sur la halle, pas trop sur le projet d'écoquartier. Voilà. Vous voyez qu'il y a une croisée des chemins à un moment donné. Donc la halle va se trouver à cet embranchement. Voilà. Si on va sur la slide, la dernière, ça doit être, on a des exemples de ce qui nous a été proposé par l'équipe de maîtrise d'œuvre qui était en charge de l'écoquartier. Alors, c'est pas dit que ça va ressembler pile poil à ça, hein, mais on est sur un principe entre la halle d'Anneau, qui est très, pas classique, mais qui s'adapte parfaitement au paysage du Morvan, qui est sublime, qui est posé là comme si elle l'avait toujours été. Nous, on est sur un concept qui va être un peu plus contemporain. Mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à faire travailler la filière bois du Morvan. Donc, on a répondu à un appel à projet de l'État dans le cadre de la DETR 2019 de mémoire. On a lancé donc la pièce et puis on a été retenu. On a même été d'ailleurs la première commune à avoir répondu à cet appel à projet, ce qui nous a permis de travailler avec le GIP Massif Central parce que dans le Massif Central, la filière bois est déjà mieux structurée que chez nous. Donc, on a un partenaire qui s'appelle Vivier Bois Massif Central qui nous aide en tant que maître d'ouvrage délégué sur un AMO sur ce projet pour, alors, pas spécialement la construction en tant que telle de la halle, mais sur la structuration de la chaîne de valeur dans laquelle cette halle s'inscrit, c'est-à-dire une maîtrise d'œuvre
qui va être sélectionné, donc qui va peut-être même être d'ailleurs notre architecte, M. Toufik Arabe, qui a été recruté il y a un gros trimestre, qui va porter d'autres projets en lien avec le bois, ça je vous en parlerai après, et puis, donc derrière, la production de bois, donc le bois qui va servir pour cette halle, et l'entreprise qui va la réaliser, vont devoir être des entreprises d'un secteur géographique restreint, qui est celui du Morvan. Voilà. Pour vraiment que ce soit la filière bois du Morvan qui soit le fer de lance de cette halle. À la fois pour dire, ben voilà, c'est du bois local, mais aussi pour dire, ben voilà, les entreprises ou l'entreprise qui aura participé à ce chantier-là, elle aura cette référence et elle pourra donc plus facilement avoir une base pour pouvoir concourir sur d'autres projets soit similaires, soit avec de la charpente bois. Voilà. C'est en ça qu'il y a une création de chaînes de valeur. Et puis aussi pour dire, entre guillemets, aux autres collectivités locales, cette création de chaîne de valeur, elle est utile pour notre département, pour la création ou le maintien d'emplois non délocalisables, parce que c'est une filière locale. Et ça veut dire que derrière, la ville de Coulanges sert de test, mais que d'autres collectivités doivent s'engouffrer dans la brèche et utiliser ce matériau bois pour justement faire que cette filière bois locale, où un pourcentage infime reste dans le département, soit un peu plus consommée au niveau local et que ça puisse développer aussi des emplois pour notre Nièvre. Donc dans cette démarche-là, filière bois, on est aussi en train on va déposer un dossier auprès de la région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de ce qu'on appelle un projet filière bois, pour pouvoir aussi avoir un financement. Et ça nous a inspiré pour la rénovation de notre complexe des Saules, qui est le bâtiment le plus énergivore du parc communal coulangeois, et la rénovation de nos écoles André Malraux, maternelle et élémentaire, où là, c'est pareil, le bois va être vraiment un matériau qui va être utilisé, mis en avant, en tout cas les matériaux biosourcés d'une manière générale, liés à la filière bois, non seulement pour répondre aux dispositifs EFILOGI, mais aussi pour se dire, voilà, on a à un moment donné souhaité s'engouffrer, enfin en tout cas mettre le pied à l'étrier à cette filière bois via ce projet de halle, celui que vous apercevez pour l'écoquartier du Champ de la Porte, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit un vœu pieux d'une fois, il faut vraiment que on se mette ça comme, pas comme une obligation, mais comme une sorte de sacerdoce, en se disant, le bois doit devenir un matériau essentiel de nos projets de bâti. Pour la construction, pour la rénovation, on doit avoir tout de suite comme réflexe bâtiment, filière bois local. Voilà. Et donc c'est en ça que ce projet de halle bois pour l'écoquartier des Champs de la Porte est vraiment un élément moteur. Et puis nous espérons, dans le cadre du projet Grand Saule, un cœur vert pour Coulanges, qui est la déclinaison opérationnelle du dispositif revitalisation au centre-bourg qui s'appelle Coulanges 2030, une ville pour tous. Cette petite halle va servir pour imaginer la future grande halle qui va se situer pour imaginer cette centralité verte et avoir sous cette future grande halle notre marché de producteurs locaux. D'ailleurs, peut-être que la petite halle de l'écoquartier du Champ de la Porte servira au début pour justement mettre le pied à l'étrier là aussi aux producteurs locaux qui voudraient venir vendre leurs produits sur notre futur marché. Voilà, ça peut être aussi notre propre chaîne de valeur locale. Voilà ce que je pouvais vous dire pour notre projet de halle bois. En termes de calendrier, peut-être en cours de conception. Alors, en matière de calendrier, on va être en phase conception pure et dure dans les prochains mois. L'idée, c'est d'avoir un appel d'offres travaux septembre-octobre pour que la construction démarre à l'automne. Voilà. Et si on le peut, qu'elle soit livrée d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Donc, on est vraiment sur une année charnière qui est l'année 2021 pour ce projet de halle bois. D'accord. Et peut-être vous pourriez nous faire part, est-ce que vous avez rencontré, du moins vous êtes au stade du début du projet, quelles difficultés vous rencontrez, vous, en tant qu'élu, dans ce type de projet, et comment vous faites face à ces problématiques? Alors, sincèrement, il faut une vraie volonté politique. C'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire la filière bois, le bois du Morvan, le bois local, il faut vraiment qu'on arrive à le mettre en valeur. C'est utile pour l'économie circulaire du département, dans le sens où c'est se dire que les bois, ils sont produits dans la Nièvre, ils seront consommés dans la Nièvre, et ils auront une utilité réelle dans la Nièvre.
C'est vraiment se dire qu'il faut qu'on arrive à en consommer une part de ce bois qui est produit dans le département, une part plus importante. Donc déjà, il faut se mettre ça en tête et l'avoir chevillé. Derrière, c'est pas mal de contraintes en soi, de se dire que faut avoir que des entreprises issues du Morvan, que du bois issu du Morvan. Par exemple, nous, on a la forêt des Avognes juste à côté, elle ne peut pas concourir. Mais par contre, se dire que demain, le fait que si on arrive à structurer le Morvan, ça permettra de structurer aussi toute la filière bois du département. Et ce ne sera pas seulement le Morvan qui ressortira, mais tout le département. Après, les contraintes techniques, c'est toujours se dire, est-ce que le bois, ça va résister dans le dent? C'est pas du dur. Comme on peut l'entendre, ou comme on l'a trop appris avec la filière des bétonneux. Voilà. Et se dire que le bois, c'est un matériau vivant, c'est un matériau qui est noble, qui est beau, et qui doit aussi pleinement rentrer dans la démarche de transition écologique que l'on se doit de porter à l'échelon local. Parce que la transition écologique, elle se fera avant tout dans les territoires. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai chevillé au corps. Et pour le coup, se dire que cette Albois, c'est un petit pas en avant vers des choses plus grandes, plus importantes, et que ce sera un projet, plus un projet, plus un projet, plus un projet, qui feront que cette filière bois va pouvoir se structurer et se développer. Donc j'espère que ce projet-là va faire tache d'huile qu'à l'école. Alors je ne dis pas qu'il faut que les halles soient construites dans toutes les communes de la Nièvre, mais juste se dire que à Coulanges, ça va être une halle, après ça va être un gymnase, après ça va être une école. Et peut-être qu'ailleurs, ça sera d'autres équipements publics qui seront aussi... Et une fois qu'on aura bien structuré via la sphère publique, je pense que ça donnera aussi envie aux particuliers d'aller un peu plus vers le bois. Parce que souvent, la sphère publique sert de test, sert aussi à faire baisser les coûts pour les matériaux. Il ne faut pas se le cacher. Oui, c'est la multiplicité des pensées pour les gens. La diversité des projets va vraiment permettre d'utiliser la ressource locale et de créer une réelle économie en fait sur le territoire. J'ai Axel Thiolin qui lève la main, du coup Alors, juste une toute petite chose, un tout petit pouillem, parce qu'on a la chance d'avoir Nireco Matériaux avec nous. Oui. Juste pour dire, par exemple, là on a aussi une chaîne de valeur, mais alors hyper territorialisée qui s'est créée avec Nireco Matériaux, parce que pour le coup, nous les utilisons, nous, la ville, au maximum. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin de traverses de bois ou ainsi de suite, c'est chez eux qu'on va. C'est pas qu'on fait l'effort, c'est qu'on y va maintenant naturellement. Et puis surtout, eux-mêmes, avec leurs voisins Natura, ils se sont entendus et la structure du magasin Natura a été réalisée avec des matériaux de chez Nireco Matériaux, qui est le magasin juste à côté. C'est-à-dire pas l'autre bout du département, 10 mètres plus loin, quoi. Et donc ça, c'est vraiment aussi une force, quelque chose que je souhaitais saluer, sachant qu'il serait présent, parce que c'est aussi ça une chaîne de valeur très locale, c'est-à-dire utiliser la boutique qu'on a dans son quartier, au pied de sa porte, et les faire bosser, pour pouvoir maintenir l'emploi et faire vivre son coin, tout simplement, au territoire. Merci, Monsieur Joanneau. Et il y a donc Axel qui nous a aussi qui nous aide au quotidien pour tous ces projets. Je le laisse parler s'il active son micro. Oui, bonjour à tous, bonjour Julien. Merci pour cette dernière remarque. Alors, je voulais simplement intervenir parce que donc c'était voilà, moi, forcément, je suis assez ça me réjouit d'entendre votre discours aujourd'hui sur ce projet-là, puisqu'il y a à la fois la démarche écoquartier et à la fois ce financement au niveau du département de la Nièvre via la DETR, donc pour des constructions bois. Je voudrais simplement rebondir sur votre volonté d'être un peu précurseur sur ces questions-là et réussir à faire en sorte de démultiplier un peu ce type de projet. Et je vais faire un parallèle avec ce qui existe dans certaines métropoles sur, par exemple, les aménagements cyclables, qui est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. En fait, c'est le travail que vous faites actuellement sur la halle, dans quelle mesure il pourrait permettre la création d'une charte de la commande publique pour des constructions publiques, soit de bâtiments recevant du public, soit même de bâtiments administratifs. Et en fait, cette charte fixerait les minima à atteindre au sein de la commune ou au sein de l'agglomération, puisqu'elle est également présente, ça peut être une chose intéressante, qui serait à chaque fois systématiquement joint aux appels d'offres, et donc qui permettrait de s'assurer un seuil. Et en fait, voilà, vous serez, via ce projet, on fixe un peu, on essaye de se trouver un degré de norme minimal à atteindre localement sur notre commande publique, et on en fait ensuite une norme locale à travers une charte, donc
jointe à chaque appel d'offres. Et comme ça, systématiquement, on peut aller chercher des matériaux en bois, des matériaux biosourcés dans nos projets locaux. Vous voulez que je rebondisse? Allez-y. Oh, c'est simplement une idée là en vous entendant, et comme on a, voilà, comme on a parlé un peu d'urbanisme avant, c'était aussi c'est réflexion. Alors si vous voulez, si vous avez si vous pouvez rebondir avec plaisir, si l'aglo souhaite rebondir avec plaisir aussi, simplement, J'ai envie de dire, je c'est un sème. travail collectif. Vous voyez, par exemple, donc là, c'est l'écoquartier du Champ de la Porte. On a été retenu aussi au sein du dispositif régional quartier durable, ce qui nous a permis d'avoir une belle subvention, et on remercie la région pour ça, dans le sens où, en respectant le cahier des charges de l'écoquartier, on respectait automatiquement le cahier des charges de quartier durable, le dispositif régional. Et ben, cet effort que l'on peut faire sur l'écoquartier, il a été payant, et ça nous a permis de sortir des prix de terrain à bâtir qui sont les plus bas de toute la commune, et de loin, et de très loin même aujourd'hui, parce que les prix sont en train de s'envoler sur Coulanges. Derrière ça, eh ben, c'est exactement pareil avec la filière bois et les filières de rénovation énergétique qui ont été présentées. C'est-à-dire que oui, atteindre le BBC rénovation, c'est pas facile, c'est compliqué. Ça demande des efforts et d'un investissement supérieur. Par contre, lorsqu'on voit les aides régionales, et là notamment avec le plan d'accélération régionale et la majoration qu'il y a, on se dit qu'on ne fait pas non plus des efforts en vain, et qu'on espère bien avoir ces aides-là à la fois pour la rénovation du complexe des Saules et pour la rénovation de nos écoles André Malraux, parce que si on ne les a pas, on est incapable de le faire. C'est-à-dire que les aides proposées par la région, notamment, parce que la région est vraiment fer de lance sur le sujet, c'est vraiment des leviers pour faire basculer le politique vers quelque chose de plus vertueux et de plus en phase avec son territoire. Donc, bon, c'est à la fois du lobbying que je suis en train de faire, mais c'est aussi une vraie réalité. Et la région est vraiment fer de lance sur ces sujets-là, via le filière bois, via le dispositif écologique. Et c'est à nous, collectivités, de ne pas être non plus trop frileux sur le fait d'aller vers ces constructions bois, d'aller vers ces gains thermiques, énergétiques, via la filière bois, pour se dire, ben voilà, en plus, nos bâtiments vont moins consommer, la meilleure des énergies est celle qu'on ne consomme pas, mais en plus, les matériaux qu'on va utiliser vont venir d'un rayon qui fait que ça va être vraiment bon pour l'économie générale de notre territoire. Et en plus, via le CIEN, en développement des chaudières bois, parce qu'on a 2 chaufferies bois qui sont en prévision sur Coulanges, une qui reliera le complexe des Saules à l'école des Saules, et une autre pour le site André Malraux, où il y a nos écoles et un autre gymnase. En plus, là, c'est aussi se dire que demain, le combustible, ce ne sera plus du gaz qui va arriver de Russie, d'Algérie, d'un autre pays étranger, mais ça va être du bois de lanière, c'est-à-dire une filière que l'on maîtrise, qui est vraiment à quelques kilomètres. C'est-à-dire qu'en plus, au niveau bilan carbone, on est très bon. Et c'est vraiment, la transition écologique, c'est vraiment le fil rouge de notre mandat. Voilà. Et le fait d'arriver à basculer vers quelque chose de plus vertueux et de favorable pour notre territoire. Donc, ce que j'espère, c'est que ça va fonctionner, qu'on va bien avoir les subventions que l'on essaie d'avoir, parce que c'est vraiment cet effet de levier qui fait que le projet est viable ou il ne l'est pas. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Donc la DDT, pour sourcer ma remarque, sans aller jusqu'à ce niveau, voilà ce que fait Nantes Métropole en matière de charte sur les aménagements publics. Donc effectivement, Axel a mis un petit lien, vous pouvez le consulter en allant sur la discussion. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Monsieur Joanneau? Voilà, vous pouvez donc mettre vos questions soit dans la discussion. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais remercier tout le monde pour leur participation. Merci Monsieur Joanneau, merci à tous les participants, les animateurs pour cette Merci aussi, Anne, journée. également. Merci. Alors, on a organisé 2 autres rendez-vous, donc de journées thématiques sur la transition énergétique, qui seront également portés par le réseau Agité. Donc, en mai, on souhaitait parler plus de mobilité. Donc, quelle mobilité mettre dans sa commune ou à l'échelle d'une communauté de communes. Et en juin, on parlera aussi de l'urbanisme. Voilà, donc lien entre urbanisme et transition écologique. On vous a mis aussi pas mal de petites ressources dans le diaporama à la fin. Donc, tout ça,
vous l'aurez donc suite à ce webinaire, et puis vous pouvez revoir ce webinaire en replay. On vous mettra également un lien. Voilà. Bon, bah, si le prochain thème c'est l'urbanisme durable, il va falloir qu'on revienne tout fixe. Avec plaisir. Voilà, donc le webinaire se termine. Je vous remercie à tous d'avoir participé, et puis je vous dis à bientôt donc, pour les prochaines thématiques mobilité et urbanisme durable.